Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. On va commencer dès maintenant avec une parution des éditions Lynx que j'ai adoré puisqu'il s'agit des Nocturnes écrits par Tess Corsac. Ici, la petite phrase d'accroche vous dit 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de Nocturnes. Alors ce roman, il est quand même assez difficile à classer parce qu'il est un petit peu hors genre. On peut dire que c'est un thriller finalement, tout simplement parce qu'ici, ça joue sur le suspense. Bref, nous sommes en France, derrière les portes d'un institut. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas que vous découvriez le sujet des Nocturnes, je préfère vous le laisser découvrir vous-même, donc je me contenterai de l'appeler Institut, où sont enfermés 250 jeunes. 125 sont habillés de rouge, 125 sont habillés de vert, et ils vivent leur vie sans se poser trop de questions, malgré le flou artistique sur leur passé. Enfin, pour ce qui est de ne pas se poser de questions, ça dépend des élèves, puisque nous allons rencontrer Nat, qui va commencer à s'interroger sur l'institut et autres questions, après qu'un soir, il ait vu une jeune femme disparaître, en tout cas, il a été le dernier à avoir vu cette jeune femme. À côté de cela, il y a aussi bien évidemment les Nocturnes, dont idem, je ne vous parlerai pas puisque finalement ils sont tout l'intérêt de ce roman. Sachez seulement qu'ici on va y retrouver une bonne dose de quête de vérité, une pointe de survivalisme, une pincée d'atmosphère dystopique quand même. Quant au début du récit, avec ses cours et cet institut un petit peu école, l'atmosphère n'était pas sans me rappeler l'atmosphère de Night School, même si attention, nous partons dans une direction totalement différente. Je parle bien de l'atmosphère du début de roman, je ne parle pas de l'intrigue ou de ce qu'on va y trouver dans le roman. Dans tous les cas, ce roman, il est porté par une très bonne plume que j'ai trouvée dynamique, qui finalement va vous prendre la cervelle et va pas vraiment vouloir vous la rendre avant la fin du récit. La construction du récit en elle-même est assez originale, puisqu'en fait vous retrouvez régulièrement des fragments de dossiers de cet institut, dossiers qui concernent les différents élèves. En tout cas, ces dossiers vont vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur les personnages et j'ai trouvé ça totalement excellent. Parce que du début à la fin, vous avez énormément de questions. Les Nocturnes, qui sont-ils? Pourquoi est-ce que tous ces enfants, donc ça va enfants, ados et jeunes adultes, toutes ces personnes sont là? Pourquoi certains sont habillés de vert? Pourquoi certains sont habillés de rouge? Pourquoi leurs cours diffèrent légèrement? Et pourquoi le comportement de leurs professeurs est aussi un petit peu différent des rouges au vert? Quant aux personnages, ils sont la pierre angulaire du livre, ils sont la raison même d'exister de ce livre. Donc autant vous le dire tout de suite, question de profondeur, vous allez être servi. Les protagonistes ont tous leur passé, leur histoire, leur façon de réagir aux différents événements, avec un mélange qui peut parfois être assez explosif. Pour moi, les personnages ont été une grande réussite qui nous sort des sentiers battus, et sincèrement, la profondeur psychologique de ces personnages a été assez hallucinante. Comme je vous l'ai dit encore une fois, la psychologie de ces personnages est finalement la raison d'exister du roman, donc c'est normal que ce soit poussé, mais c'est extrêmement bien fait. Comme je vous le disais, parfois ils sont enfants, parfois ils sont ados, parfois ils sont jeunes adultes. Nat, par exemple, n'a pas moins de 22 ans, ça n'est pas un ado. Du côté du rythme, j'ai trouvé personnellement que l'action commençait dès le début, et qu'elle s'essouffle pas vraiment parce que même si des fois vous n'avez pas d'action brute, l'auteur fait en sorte que vous vous posiez tout le temps 1001 questions sur vos personnages. Et puis cette profondeur psychologique de ce roman nous emporte, l'air de rien, dans une sacrée analyse des comportements sociaux en fin de compte, que ce soit en groupe, que ce soit seul, ou que ce soit leur rapport à la violence, etc. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui sont réfractaires à la torture intellectuelle, on ne vous emmène pas dans un essai hyper lourd, etc. Le tout passe comme une lettre à la poste et c'est distillé tout au long du roman à travers l'intrigue en fait. Le seul petit bémol que j'ai pour ce roman, ce sera plutôt pour la fin. En effet, j'ai trouvé que ce roman était tellement bon, tellement bluffant, surprenant, un petit peu ovni sur les bords, que je m'attendais, je crois, en fin de compte, à une fin plus folle dingue, plus explosive. Alors, attention, la fin n'est pas mauvaise, elle a absolument pas entaché mon plaisir du roman. Mais c'est simplement, en fin de compte, je crois que je m'attendais à plus spectaculaire. Ok, nous avons une belle dernière révélation de fin auquel je m'attendais absolument pas. Mais voilà, je pense que c'est ça le petit truc, je pense que vu
tout le roman, tout ce qui s'en dégage. Je pense que je m'attendais, j'avais mis la barrière hyper haute sur la fin, un truc spectaculaire, et finalement ça n'est pas réellement arrivé. Dans tous les cas, Les Nocturnes, on pourrait le classer de thriller psychologique. C'est un roman que j'ai adoré, avec une vraie profondeur, une véritable originalité, beaucoup de mystère, puisque c'est la raison d'exister, c'est les personnages, le mystère qui plane autour d'eux, etc. Et j'ai vraiment adoré, ce fut une excellente lecture, avec, comme je vous l'ai dit, le seul petit bémol par rapport à la fin. Je voudrais ensuite vous parler d'un roman post-apo, puisqu'il s'agit du tome 1 de Les Autres, le survivant, écrit par Sandra Moyon et paru aux éditions Plume Blanche. Donc, dans ce roman, la 4e de couverture vous parle d'un monde post-apo où les hommes sont parqués derrière des murs et des clôtures et où ils survivent un petit peu comme ils le peuvent. Ils se retrouvent balancés au bas de la chaîne alimentaire et ils ne doivent leur survie que grâce à un accord qu'ils ont fait. Cet accord est très simple, tous les trimestres des fourgons d'êtres humains sont envoyés à l'extérieur que l'on appelle la fosse afin d'y nourrir tout simplement les autres. Mais comment choisir qui doit vivre et qui doit mourir? D'une façon très simple, puisque telle est la règle, seuls les délinquants sont envoyés de l'autre côté du mur dans la fosse. Je vous dis ce que vous présente la 4e de couverture, puisque du coup je m'attendais à un roman post-apo survivaliste, et bien pas du tout, en tout cas pas du tout pour ce premier tome. J'ai été très surprise de la direction dans laquelle nous a emmené l'auteur. En fin de compte, je suivais le roman et je me disais quand est-ce que l'action va démarrer, quand est-ce que le survivalisme va démarrer. Eh bien pas dans ce premier tome dans tous les cas. Alors attention, non que ce roman soit mauvais, mais la vérité c'est que vous allez suivre Sean, un adolescent qui doit subir les mauvais traitements de la part de sa tante chez qui il vit. Alors certes, nous avons droit à une ou deux boucheries et un petit peu de danger, mais principalement le réel monstre de l'histoire ne fait absolument pas partie des autres, il ferait plutôt partie intégrante des humains dans le personnage de la tante de Sean. En revanche, les sujets de la maltraitance, de l'alcool sont assez développés et l'attachement en fin de compte qu'on porte au jeune adolescent rend la lecture assez addictive, puisque en fin de compte on espère qu'il arrive à se sortir de tout ça. Je pense que le sujet est plutôt bien abordé, bien que je ne sois pas bonne juge parce que je n'ai pas de connaissances dans ce type de psychologie. Voilà donc en fin de compte un roman qui aurait facilement pu devenir un young adulte contemporain si on l'avait sorti du contexte de la fosse et des autres. Ceci étant dit, la fin du 1 me fait penser que le tome 2 va beaucoup plus porter justement sur ce à quoi on s'attend, sur le danger, sur cette relation avec les autres, sur la fosse, le survivalisme, etc. En tout cas, je l'espère un petit peu, parce que même si j'ai bien aimé le tome 1, c'était pas ce que je voulais lire. Donc Sean ici, comme je disais, va vivre un véritable enfer, mais pour plusieurs raisons, il va décider de se taire, de ne pas en parler. En fait, ici, il y a pas mal de sujets durs et pas mal de sujets importants qui vont être traités. Mais comme je disais, c'est pas ce à quoi on s'attend lorsque l'on lit la 4e de couverture, tout simplement. Mais il faut l'avouer, grâce à des personnages très bien travaillés, attachants ou détestables, ses fonctions, ainsi qu'à un rythme plutôt bien dosé, je me suis pas ennuyée, je me suis plutôt laissé prendre au récit. Et je dois l'avouer, les dernières pages m'ont finalement donné réellement envie de découvrir la suite parce que j'ai quand même bon espoir pour le côté survivaliste. Donc Les Autres est quand même un roman ultra surprenant par le fait simplement que son contenu est à 3000 lieues de ce que la 4e de couverture vous propose. Parce qu'au final, la 4e de couverture va vous apporter des éléments complètement essentiels à la compréhension du récit, mais événements qui ne sont absolument pas développés dans l'histoire. C'est-à-dire que si vous lisez pas la 4e de couverture, vous allez rien comprendre à ce que vous lisez dans l'histoire, et ça par contre ça m'a un petit peu gênée. J'ai somme toute bon espoir que le tome 2 nous apporte plus de profondeur sur l'univers. Je voudrais ensuite vous parler du tome 1 et du tome 2 parce que je les ai enchaînés, de La fille des deux mondes, écrit par Cici Hunter et paru chez Michel Lafon. Ici nous allons rencontrer Riley Smith, 17 ans, qui vient d'emménager dans une petite ville du Texas avec son père puisque sa mère est décédée bien auparavant. Son père qui est thanatopracteur mais qui a la mauvaise habitude de ramener pas mal de travail à la maison, j'entends par là les fantômes des morts qu'il embaut. Le petit problème c'est que lui n'a absolument pas conscience de ramener cet étrange boulot à la maison
mais Riley, elle, en a plus que conscience puisqu'elle peut voir les défunts et même plus encore puisqu'elle est capable de communiquer avec eux. Et en fin de compte, elle va essayer de les aider, essayer à résoudre le pourquoi ils sont là en fin de compte, pourquoi ils ne sont pas partis de l'autre côté, et finalement elle va tout simplement les aider à passer dans l'au-delà. Donc ici, eh bien, nous allons rencontrer Riley qui va avoir affaire au fantôme d'Abby. Abby qui va être un cas un petit peu particulier puisqu'elle a été tuée par un psychopathe et que essayer d'aider Abby va bien sûr mettre Riley en danger. Mais comme un fantôme ne suffisait pas, elle va aussi rencontrer le fantôme un petit peu particulier de Eden, un jeune homme de son âge, fantôme un petit peu particulier puisqu'il semble avoir plus de consistance que les autres, être plus réel en quelque sorte, et cela va perturber beaucoup la jeune fille. Alors je vous le mets dans le mille, vous êtes ici dans un roman young adulte, et qui dit jeune homme mystérieux et jeune héroïne sous-entend évidemment romance entre guillemets, puisque ici Riley va avoir affaire à un fantôme. Donc en sachant cela, c'est quand même assez enthousiaste mais aussi un petit peu inquiète que j'ai commencé à lire ce roman, parce que j'avais peur que l'on plonge trop dans la romance pour laisser l'intrigue, le côté creepy de côté, et de fait c'est exactement ce qu'il s'est passé. Mais à ma grande surprise, au lieu d'être un petit peu désabusé, pas du tout. J'ai réussi à m'accrocher à ce premier tome à tel point que j'ai voulu découvrir la suite dans l'heure et que je me suis procuré au plus vite, et que quelques jours plus tard je dévorais le deuxième en une seule soirée. C'est vrai que la quatrième de couverture vous parle d'Abby, d'un tueur psychopathe, et donc vous êtes en droit de penser qu'on va aller dans quelque chose de dynamique où le danger va être présent, etc. Mais voilà, je dirais que l'intrigue principale va concerner Eden, la relation qui se forme, la relation d'amitié qui va se former avec Riley, qui est Eden, etc. Et au final, je dirais qu'Abby, elle va passer un petit peu au second plan. D'ailleurs, on va retrouver le même schéma dans le deuxième tome, puisque dans le deuxième tome, elle va devoir aider le fantôme d'un prisonnier, mais une fois encore, eh bien, Eden prend toujours énormément de place dans ce tome. Ceci étant, comme l'histoire est extrêmement bien écrite, que le personnage de Eden est hyper intéressant, voilà, j'ai été complètement prise au jeu, même si, je m'en souviens, au début du premier tome, j'étais un petit peu déçue de pas avoir ce petit côté creepy, mais au final, la qualité de l'écriture, de l'histoire, l'attachement qu'on porte au personnage a fait que l'autrice a quand même réussi à me prendre dans ses filets. C'est juste que voilà, quand vous voyez la couverture sombre, un brin mystérieuse, et que le titre il est quand même un petit peu estampillé urban fantasy, si vous comparez avec les titres de Charlie Davidson, vous verrez qu'il n'y a pas grosse différence. Et bah du coup, à la base, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus creepy, donc si c'est votre cas, attention, vous allez vraiment dans du young adulte, et si par contre vous êtes facilement impressionnable, n'ayez pas peur de vous lancer dans ce roman, vous n'avez pas de fantômes qui vous feront peur ici. On a aussi un sujet un petit peu plus d'actualité entre guillemets qui est abordé, puisque Riley est persuadée que son père est alcoolique, et donc elle en parle, et voilà, le sujet est assez bien abordé avec les questions, je pense que sont en droit de se poser tous les adolescents qui sont peut-être confrontés à ce problème. À noter quand même que vous êtes dans du young adulte, vous avez affaire à des personnages, comme je le disais, qui sont hyper attachants. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais aussi bien prise dans ce roman, mais il reste typique et du genre. Vous avez une héroïne qui va se retrouver un petit peu à l'écart des autres parce qu'elle est particulière. Vous avez la bande de peste du lycée. Vous avez le beau gosse, qui pour une fois n'est pas un gros con, il faut quand même le noter. Bref, ici vous avez quand même pas mal de personnages typiques du genre, mais sincèrement, ils sont bien travaillés et ils ont donc l'art de vous amadouer. Je noterai aussi la présence d'une magnifique Mustang voiture de Riley que j'ai adoré. J'ai trouvé l'autrice très très forte dans le travail de ces personnages, justement parce que tout au long du roman elle vous présente deux garçons. Vous avez Jacob d'un côté qui est réel, bien vivant, qui est beau gosse mais qui en même temps, comme je le disais, n'est pas con, qui a tout pour plaire, et de l'autre côté vous avez Eden. Et malgré le fait qu'elle vous présente Jacob comme étant un garçon qui a tout pour plaire, finalement vous vous y attachez pas et vous êtes totalement attaché à Eden, donc vous n'en avez que pour Eden. Et j'ai trouvé que c'était un tour de force de vous présenter un perso qui a tout du mec parfait, mais vous dites non toi, non, moi je préfère l'autre. Voilà, j'ai trouvé que c'était franchement bien mené. Par contre, niveau scénario, il faut quand même que je l'avoue, on voit un petit peu arriver les ficelles à 3 km. L'intrigue du tueur en série ne casse pas trois pattes à un canard. Dans le tome 2, l'intrigue du prisonnier, moi
j'ai préféré sincèrement. Finalement, j'ai trouvé que c'était plus crédible que l'intrigue du tueur en série. Enfin, plus crédible. Oui, non, certaines parties non, mais en tout cas, je sais pas. J'ai moins vu les ficelles arriver, le tueur en série, non. Alors là, c'est... On a l'impression qu'il est là pour combler le roman. Quant au pourquoi le fantôme de Eden est différent des autres, sincèrement, au premier indice divulgué par l'auteur, j'ai tout de suite compris. J'ai donc absolument pas été surprise par la révélation. Je sais que d'autres lecteurs, lectrices, notamment Valou, je pense à toi, et je sais que certains ont été surpris par cette révélation parce que ne cherchaient pas franchement à se poser de questions, mais moi c'est vrai que j'aime bien me poser des questions, essayer de deviner. J'ai cette sale manie de faire ça et du coup j'ai pas du tout été surprise. Donc voilà, La fille des deux mondes, voilà donc une série qui est sans prétention, qui n'a d'autre but que de vous vider la tête, mais que je trouve extrêmement bien menée. Ici vous allez retrouver un fil conducteur tout au long de l'histoire, plus une petite enquête à chaque tome, et tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un bon moment de lecture tout simplement. Donc voilà, et bien j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous a plu. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.